Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous avons vu quelques algorithmes de chiffrage, notamment l'algorithme César, l'algorithme Wigner et l'algorithme Affine dans d'autres vidéos. Et j'aimerais vous montrer au travers de cette vidéo pourquoi ces algorithmes sont la majorité du temps plus utilisés. On avait compris en fait que l'algorithme César était quelque chose de très simple. C'était juste un décalage en fait d'une lettre de lettres vers la droite. Le A devenait un D, le B devenait un E, et ainsi de suite. Il faut savoir en fait qu'à l'époque de César, beaucoup de gens ne savaient pas lire. Donc de toute façon, même s'ils arrivaient à tomber sur un message codé, en fait, ils n'arrivaient pas à le décoder. Ce qui fait que même si on était sur quelque chose de simple, finalement, on avait très peu de chances que quelqu'un qui intercepte un message puisse le lire. En plus, la petite histoire dit que César partait du grec et convertissait des phrases écrites en grec. Et comme il n'y avait que les hauts gradés de l'armée qui parlaient grec, en fait déjà ça mettait une barrière supplémentaire au niveau du codage. C'était des phrases en grec qui étaient codées. Et donc c'est pour ça que l'algorithme Wigner, qui est apparu au XVIe siècle, en fait, on n'a pas eu besoin de faire évoluer l'algorithme César pendant tous ces siècles. Il a été largement suffisant. Pourquoi est-ce que ces algorithmes finalement ne sont plus utilisés ? Tout simplement, c'est parce que maintenant, on ne décrypte plus à la main avec un papier et un stylo, mais on peut se baser sur la puissance de calcul d'un ordinateur. Et ça a changé énormément de choses en cryptographie, puisque maintenant, en fait, on peut tester beaucoup plus de possibilités rapidement à l'aide d'un ordinateur. On va essayer de comprendre dans cette vidéo comment est-ce que finalement on peut attaquer un message qui a été codé avec l'algorithme de César et un message qui a été codé avec l'algorithme de Wigner. On va essayer de comprendre quelles sont les démarches qui sont derrière et on va voir que, en fait, un algorithme César est très facile à casser. Alors pour cela, on va commencer par le César et on va voir aussi que l'Affine en fait est exactement le même sur le principe. Alors voilà l'algorithme César tel que nous l'avons vu dans la vidéo, tel que nous l'avons illustré. Donc je vous rappelle, l'algorithme de César, c'est un décalage de 3 cases vers la droite et le décryptage se fait avec un décalage de 3 cases vers la gauche. A devient D, quand on veut décrypter, D redevient A, on refait un décalage. Alors, il partage en fait une propriété avec l'algorithme Affine, c'est que si on comprend bien le fonctionnement de cet algorithme, en fait, on sait tout simplement qu'à une lettre, en fait, on associe simplement une autre lettre. Et donc, en fait, on associe une autre lettre, et à partir de cette lettre, on peut récupérer la lettre de début. Ça, c'est exactement la même chose avec l'algorithme Affine. Les deux algorithmes fonctionnent différemment, mais la finalité, c'est toujours celle-là, c'est qu'on a une lettre d'origine qui va donner une lettre finale dans le message codé. Et donc, en fait, on a une espèce de fonction bijective entre les deux lettres. Ok. Bon, donc ça, c'est déjà un petit peu pour les propriétés de l'algorithme. Maintenant, on va voir pourquoi l'algorithme César et l'algorithme Affine, du coup, sont aussi simples à décoder. On a créé, ici, j'ai mis une petite phrase, des ennemis de l'empereur meurent lentement. Voilà. Je vais tout mettre en minuscule, tiens, comme ça. Et je vais lancer mon algorithme César. Donc ça va me sortir une phrase codée, qui est celle-ci. Je vais la mettre ici, et un peu plus grand. Donc là, en fait, déjà, on a conservé les espaces, et on va se retrouver avec cette phrase codée. Alors pour l'instant, cette phrase codée ne veut pas dire grand-chose. Quelle stratégie on peut adopter finalement pour pouvoir décoder cette phrase ? Eh bien, on s'est aperçu, quand on a construit l'algorithme César, qu'on avait des décalages successifs. Et combien de décalages différents on peut avoir ? Eh bien, on peut décaler seulement 26 fois. Au bout de 26 décalages, on va retomber que A va redonner A. Donc en fait, si on cherche le décalage de l'algorithme César, en fait, on n'a que 26 possibilités différentes. Et donc, si je me retrouve avec cette phrase-là, à décoder, et que je me cherche en fait, alors je vais l'écrire ici, je vais l'écrire comme ça, je vais l'écrire là, je cherche à décoder cette phrase-là, mais en fait, je n'ai aucune idée à ce moment-là du décalage, puisque je ne connais pas en fait le décalage qui a été utilisé. J'ai juste reçu le message, je sais qu'il est écrit en français, ça c'est quelque chose que je dois savoir, que le message de base est écrit en français, et que l'algorithme César a été utilisé. Bon, comment je peux faire ? Eh bien, je vais tout simplement tester les 26 possibilités de décalage. On appelle ça un algorithme de force brute,
Et pour cela, en fait, on va simplement faire une boucle pour i in range de 0, 26. Donc on va tester toutes les possibilités de décalage. On pourrait même ne pas tester 0, puisque 0, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de décalage. On pourrait tester ça, et écrire tout simplement, utiliser la valeur i qui va s'incrémenter pour le décalage. Je sauvegarde, et donc qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien ça va me tester tous les décalages, les 26 décalages possibles. Et dans les 26 décalages possibles, en fait, je vais me rendre compte qu'à un moment, je vais retrouver la phrase en clair. Voilà. Donc là, ça c'est ce qu'on appelle un algorithme de force brute. Je ne cherche pas plus loin, je teste juste toutes les possibilités que je peux avoir, le nombre des possibilités de décalage. En César, il n'y en a que 26, puisqu'il n'y a que 26 lettres. Je retombe assez rapidement sur mes pieds. Ok. Alors c'est un peu... c'est pas un algorithme très malin, c'est un algorithme vraiment de force, de forçage. Si on voulait être un petit peu plus subtil, on pourrait réfléchir un petit peu à la teneur du message. Alors, qu'est-ce que je vais entendre par là? On pourrait utiliser une autre technique qui s'appelle la fréquence d'apparition des lettres. Alors la fréquence d'apparition des lettres, c'est une notion statistique que l'on peut retrouver assez rapidement. Là, c'est la page Wikipédia, par exemple, qui vous parle de la fréquence d'apparition des lettres, et qui, en fait une statistique sur l'apparition de chacune des lettres dans un texte moyen en français, par exemple, puisque le français, c'est ce qui nous intéresse dans le décryptage ici. Donc c'est des statistiques que l'on peut retrouver, et vous allez vous rendre compte qu'en langue française, en fait, le E est la lettre qui apparaît le plus souvent. C'est-à-dire qu'elle apparaît 12,10% des cas. Donc le A est la deuxième lettre qui apparaît le plus dans les textes en français, et elle apparaît 7,11% du temps. Alors naturellement, il y a des livres qui ont été écrits sans la lettre E ou ce genre de choses, des gens qui se sont fixés certains challenges. Là, on est vraiment sur un texte normal, qui n'a pas été pensé, qui n'a pas été biaisé exprès. Donc comment est-ce que cette statistique va nous aider? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, que ce soit l'algorithme César ou l'algorithme affine, il associe simplement une lettre d'arrivée dans le message codé à une lettre de départ. Donc ça veut dire que si le E est la lettre qui est le plus utilisée en langue française, eh bien ça veut dire que sa conversion dans le message apparaîtra le plus souvent aussi. Imaginons que j'ai un certain codage qui associe à la lettre E la lettre O. Eh bien si en français la lettre E est la plus utilisée, ça veut dire que si jamais je convertis mon message, eh bien ce sera du coup la lettre O qui est associée, puisqu'elle correspond à E. Donc on peut essayer de faire une analyse là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique déjà de connaître la langue dans laquelle a été écrit le message d'origine. Puisque là, je vous donne les répartitions pour la langue française. Vous pouvez retrouver sur la même page de Wikipédia les taux pour chacune des lettres, pour chacune des langues utilisées. Alors c'est comme souvent le E qui apparaît en tête, même dans l'anglais, le français, l'allemand également, l'espagnol. Le portugais, on a quand même le E qui est assez présent. Ah, pour l'espéranto, ce sera plutôt le I qui passe à 10, enfin voilà. Donc vous avez une répartition différente par langue. Donc ça vous impose de connaître effectivement quelle est la langue d'origine de votre message. Bon, alors en quoi ça peut m'aider? Eh bien on va repartir sur le petit exemple qu'on avait ici, et sur lequel, donc on va dire que pour l'instant j'ai toujours encore ma phrase à décoder, qui est celle-ci. Je vais mettre pour l'instant de côté ma tentative de force brute. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais créer une fonction qui va me donner la fréquence d'apparition de chacune des lettres. Alors comment ça va marcher? C'est une petite fonction qui est assez facile à écrire. On va donner la fréquence d'apparition d'une chaîne de caractères. Donc la chaîne de caractères que je veux analyser. Pour cela, je vais utiliser une structure de données qui est très pratique en Python, qui est le dictionnaire. Alors le dictionnaire, ça ressemble énormément à un tableau, sauf que j'ai le droit je ne suis pas obligé d'avoir des indices numériques. Je peux avoir des indices qui sont autre chose tant que c'est du non mutable. C'est-à-dire que je peux avoir par exemple de la chaîne de caractères.
Et là, ça m'intéresse bien, puisque ce que je veux avoir, c'est le nombre de fois où apparaissent chacune des lettres. Donc j'aimerais bien associer à une lettre sa fréquence d'apparition. C'est pour ça que le dictionnaire est quelque chose qui fait tout son sens ici. Donc je vais parcourir tous les éléments de S. Pour chaque élément de S, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier est-ce qu'élément est déjà dans ma fréquence. C'est-à-dire, est-ce que j'ai déjà rencontré cette lettre auparavant? Si oui, eh bien tout simplement, la fréquence de cet élément, je vais y ajouter 1. Par exemple, j'ai déjà rencontré 3E, donc j'ai déjà 3 qui est associé à la valeur de E, je le rencontre une quatrième fois, et bien je fais simplement 3 plus 1. Voilà ce que je vais faire ici. Dans le cas contraire, c'est la première fois où je rencontre ce nouveau caractère, et donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que la fréquence de ce caractère, je vais l'initialiser à 1. C'est la première fois que je le rencontre. Donc, j'ai oublié les doubles points. Donc, j'ai terminé ma boucle, j'ai alimenté mon dictionnaire de fréquences, et maintenant, en fait, il me suffit de l'afficher. Donc ça, tout simplement, je vais avoir un couple clé-valeur. Ce couple clé-valeur, je vais le récupérer dans les objets de ma fréquence. Donc je vais récupérer les items. Et tout simplement, je vais simplement faire un print de la valeur de la clé. Donc je vous rappelle que dans la clé, je vais avoir la lettre qui est comptée. Et pour avoir ma fréquence, eh bien tout simplement, je vais prendre la valeur, c'est-à-dire le nombre de fois où cette lettre est apparue, et je vais la diviser par la longueur de la chaîne. Ce qui va me donner un pourcentage, c'est-à-dire que je vais rapporter le nombre de fois où la lettre est apparue à la longueur de la chaîne. Ça va me donner un pourcentage. Ok. Donc, maintenant que cette fonction est en place, il suffit en fait tout simplement de l'appeler sur la chaîne que je veux décoder. Ok. Donc je vais lancer mon petit programme. Voilà. Et ça va me dire... Alors ça compte aussi les espaces. Ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut régler. Hein. Faudra peut-être pas tenir compte des espaces. Hein, puisque les espaces, vous avez vu que dans le César, les espaces, en fait, je les réécris tels quels et je les convertis pas. Par contre, on arrive à voir, en regardant un petit peu, que le E apparaît 27% de fois. Alors j'ai pas de A. Donc j'ai pas de A dans ma chaîne, hein, puisque ma chaîne est assez petite, donc ça marcherait mieux avec un grand texte, parce que plus votre texte est grand, plus statistiquement vous vous rapprocherez de la langue française. Là, on a quand même le E qui est à 27. Ah oui, oui, je me disais aussi, j'ai mis la phrase non codée, j'ai mis la phrase décodée. Je vais mettre la phrase chiffrée. Ouais, pardon, je me disais aussi. Si je mets la phrase chiffrée, on va s'apercevoir que c'est le H qui est à 27%. Donc en fait, on retrouve exactement les mêmes pourcentages, hein, puisque je vous l'ai dit que l'algorithme César convertit d'une lettre à une autre. Donc là, en fait, on se rend compte que le H a une probabilité d'apparaître de 27%. Donc ça voudrait dire que mon E, qui est ici, à mon avis, le H qui représente 27% et qui est présent 27% du temps dans ma phrase, devrait être le E. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tout simplement, vous savez que si H vaut E, eh bien, tout simplement, vous avez votre décalage. Comment est-ce que je fais de H pour pouvoir aller à E? Eh bien, je fais -1, je vais tomber sur G. Je fais -1, -2, je vais tomber sur F. Et je vais faire -3, je vais tomber sur E. Et donc, à partir de ce moment-là, tout simplement, vous aurez trouvé de combien est le décalage de votre codage César. Il va être de 3 éléments. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que vous voyez qu'avec la puissance de calcul de l'ordinateur, en fait, on arrive très facilement à trouver, à faire l'opération inverse, à décrypter un algorithme comme César. Alors vous pouvez le faire avec la fonction affine, ça marche exactement de la même façon. Donc là, on a vu deux méthodes. On a vu la méthode brute. Je teste simplement toutes les possibilités. Et une deuxième méthode, qui est la méthode d'analyse des fréquences, qui marche aussi bien, qui va essayer de voir un petit peu comment finalement est construit le message et quels sont les éléments qui se répètent à l'intérieur du message.
Voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut casser ce code et pourquoi finalement ce code n'est plus utilisé, puisque effectivement on arrive très facilement à retrouver l'opération de déchiffrage. Bon, c'est pour ça que ce code n'est plus utilisé, et cette compréhension nous permet de voir deux problèmes qu'il va falloir résoudre. Donc, un bon chiffrage ne peut pas se permettre d'associer une lettre du message d'origine à une lettre, toujours la même lettre, du message de destination. C'est pour ça qu'on avait vu l'algorithme de Wigner par la suite qui s'appuyait sur une clé pour justement pallier à ce problème. Aussi, on a vu que l'utilisation de la force brute ici pouvait marcher parce qu'en fait on n'avait que 26 possibilités différentes. Donc il faut que l'algorithme que l'on utilise aussi puisse pas permettre une résolution par force brute, c'est-à-dire que les possibilités de chiffrage de l'algorithme doivent être beaucoup plus grandes que les 26 que l'on avait ici. Quelque chose qui prendrait un temps infini à calculer, et donc on ne se lancerait pas dans quelque chose d'aussi naïf. Ok. Donc, on va passer maintenant à l'algorithme Wigner. Donc l'algorithme Wigner, on a vu qu'il est apparu au XVIe siècle. Il palliait quelques problèmes de l'algorithme César, mais on va voir aussi que cet algorithme n'est pas complètement sécurisé non plus. Et on va voir dans quel cas on pourrait le rendre un petit peu plus sécurisé. Bon, l'algorithme de Wigner, je reprends donc ce qu'on avait vu dans la vidéo qui traitait de cet algorithme. On avait vu que l'algorithme de Wigner s'appuyait sur une clé pour la première fois, et on additionnait, on répétait cette clé autant de fois pour obtenir la longueur du message d'origine, et on additionnait ensuite les valeurs numériques qui étaient associées à chacune des lettres. Là, on associait on additionnait la première lettre du message à coder avec la première lettre de la clé, la deuxième lettre du message avec la deuxième lettre de la clé, et ainsi de suite. Et la somme, en fait, on la reconvertissait en caractères. On avait vu que pour décoder un Wigner, il suffisait d'avoir la clé, enfin il suffisait, c'était justement à partir du moment où on avait la clé, il suffisait de faire une soustraction à la place d'une addition, et on retombait sur nos pieds sur le message d'origine. Donc là, on avait codé un message avec la clé PYT, donc PYT va être répété autant de fois qu'il y a de lettres dans le mot, et donc si par exemple je veux traduire ce mot-là, je vais en fait répéter plusieurs fois la clé. Alors, je vais juste pas décaler pour les espaces. YT, YT, P, YT, P. Voilà. Donc en fait, la clé est simplement ajoutée à chacune des lettres, et donc là, vous allez faire la valeur numérique par la table ASCII de L plus la valeur numérique par la table ASCII de P. Vous allez obtenir un nombre que vous allez de nouveau reconvertir en caractères, et ainsi de suite. Tout simplement. Donc là, on avait fait avec un modulo 26, on avait ajouté l'ordinateur de A. Donc je ne vais plus rentrer dans les détails, hein, vous pouvez le récupérer tout simplement dans la vidéo où on parlait de ça. Alors là aussi, en fait, on va s'apercevoir que ce qui va changer par rapport à l'algorithme de César, c'est qu'ici, vous avez votre premier E qui va être additionné à Y, et qui va donner une valeur différente que le E qui est ici, qui va être additionné à la valeur numérique de P. Et le but de l'algorithme de Wigner est justement de faire en sorte que les éléments ne se répètent pas, enfin qu'un même élément peut être converti en des éléments différents suivant la valeur de la clé. C'est-à-dire que là, si j'ai beaucoup de E dans ma phrase, en fait, ce E-là sera converti avec Y, celui-là sera converti avec P, alors celui-là sera converti avec P aussi, celui-là sera converti avec T, donc vous avez déjà des E qui vont prendre des valeurs différentes. Et donc, l'analyse de fréquence ne va plus marcher tel que nous l'avons vu pour l'algorithme de César. Alors, est-ce qu'on peut se dire, est-ce que finalement ce code est complètement... est-ce qu'il est sécurisé? Eh bien, on va faire la même démarche. On va coder cet algorithme avec la clé que l'on a définie ici, et on va essayer de voir si on peut adopter une stratégie pour retrouver des informations. Alors, je vais la lancer. Python Wigner.
Et donc je vais recevoir un message codé, et on va estimer que j'ai un message codé. Alors, on va partir du principe que je récupère uniquement le message codé et que je ne connais pas la clé. Naturellement, si j'ai la clé, je pourrais décoder facilement le Wigner. Là, j'ai juste reçu mon message codé, et c'est tout. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir un document où je peux faire un peu de couleur. Je vais le mettre en un peu plus grand. Voilà, j'ai reçu mon message. Alors pour l'instant, je ne peux pas en faire grand chose. Et j'ai vu qu'avec le Wigner, l'analyse de fréquence ne marchait pas. La force brute n'a aucun sens non plus, hein, puisque ça reviendrait juste à essayer de chercher, de remplacer cette lettre par les 26, et donc je me retrouverai en fait avec quelque chose de très très grand à chercher aussi pour chacune des lettres. Bon, je ne peux pas me baser là-dessus. Est-ce que je peux faire quelque chose d'un peu plus intelligent? Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de retrouver des choses qui se répètent. Alors, c'est-à-dire des espèces de patterns, des espèces de séquences qui se répètent, et je vais essayer de voir si je les trouve. Alors, des séquences qui se répètent, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a AC, et ici, on a AC. Ok, je vais déjà me la noter. Est-ce qu'on a autre chose? On a CGI, ici, et on a CGI, ici. Par exemple. Est-ce qu'on a encore quelque chose qui pourrait se répéter? Alors on a TL, non. TK, non. TS, non. On n'a pas grand-chose d'autre, à moins qu'il y ait quelque chose qui m'échappe. Bon, on va déjà voir avec ce qu'on a. Bon, alors on a récupéré le tag AC. Je vais écrire en noir. On a récupéré le tag AC et on l'a en position 0 et position, alors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et en position 12. Et on a le tag CGI que l'on retrouve en position, alors 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Est-ce que ça colle ça? Ouais, 25. Position 25. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Et position 34. Ok. Qu'est-ce qu'on essaie de faire à cet endroit-là? En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de trouver quelle est la longueur de la clé. Et la longueur de la clé, on va essayer de trouver des espèces de patterns qui se répètent. Par exemple, là, vous avez les ennemis de l'empereur, LE. L'empereur, LE. Lentement, LE. Et on va essayer de voir s'il n'y a pas des moments où ces patterns de lettres sont codés avec la même clé. C'est-à-dire que là, vous avez NT aussi, ou ENT. Là, vous avez ENT. Si jamais ces ENT et ces LE pouvaient être codés avec des mêmes bouts de la clé, eh bien, ça nous permettrait de savoir quelle est la taille de la clé. Tout simplement, on voit que le ENT ici est codé avec YTP, et le ENT ici est pareil codé avec YTP. Ce qui va dire que ce tag-là, cet ensemble de lettres, ENT, va exactement avoir la même séquence de lettres dans le message de codé. Et c'est ce qu'on retrouve bien ici. Vous voyez que le ENT plus YTP égale CGI, le ENT plus YTP égale CGI. Et donc en fait, on arrive à retrouver des séquences de lettres qui vont nous permettre de définir quelle est la taille de la clé. Effectivement, à partir du moment où la séquence se répète, eh bien tout simplement, c'est qu'on a fait un tour de la clé. Alors, si je suis en position 2 et en position 12, j'ai une différence de 12. Donc en fait, il y a 12 positions d'écart entre la première fois où je récupère le tag et la deuxième fois où je le trouve. Et donc on estime que, tout simplement, que là, on pourrait avoir la même séquence de la clé. C'est-à-dire que là,
on a l'élément, on pourrait dire tout simplement qu'on a un élément C de la clé, et cet élément C se retrouve aussi là, puisque la clé se répète. Et donc on pourrait dire, voilà, donc on sait que la clé, elle pourrait avoir une longueur de 12, ou elle pourrait même s'être répétée plusieurs fois. Donc elle pourrait être un multiple de 12. C'est-à-dire que la clé pourrait avoir une longueur de 12, elle pourrait avoir une longueur de 3, une longueur de 2, ou une longueur de 1, ou une longueur de 4. Voilà, tous les multiples de 12. Donc pour l'instant, on n'en sait pas encore grand-chose. On va voir aussi, entre la différence entre 34 et 25, on va avoir... alors 34 et 25, on va avoir une différence de 9. Donc on a l'impression que la clé est à la fois un diviseur de 12 et un diviseur de 9. Alors si je cherche tous les diviseurs de 12, je vais simplement faire une décomposition en facteur premier, hein, comme ce qu'on a appris à faire en arithmétique. 12, c'est tout simplement égal à 2 fois 2 fois 3. Ok, 2 fois 2, ça c'est en facteur premier, 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Et je vais chercher tous les diviseurs de 9. Bon, ben là, j'ai pas tellement le choix. Hein. Diviseur de 9, j'ai tout simplement égal 3 fois 3. Alors, le seul diviseur qui est en commun dans les deux, c'est le 3. Et on pourrait donc penser, en fait, que la clé a une longueur de 3. Tout simplement. Alors, je répète un petit peu le raisonnement. Tout simplement, on va dire si ce tag se répète, eh bien, tout simplement, ça veut dire que, potentiellement, on est en train d'encoder la même séquence de lettres dans le message d'origine avec la même séquence de lettres de la clé. Et donc, on peut penser que les 3 caractères qui ont été utilisés à cet endroit-là dans la clé sont les mêmes que les 3 qui ont été utilisés ici. Et donc, il y a une répétition de séquence de la clé. Mais la répétition de séquence de la clé, soit effectivement elle a une différence, la clé a une taille de 9, la taille pourrait avoir une taille de 9, puisque c'est l'écart qui est là, mais la clé pourrait aussi avoir été déjà répétée 3 fois. C'est peut-être 3 fois la même clé qui a été mise. Et là, comme on a une différence de 12 d'un côté et de 9 de l'autre, on peut potentiellement se déduire qu'on doit avoir un diviseur commun entre 9 et 12, et ce diviseur commun, c'est 3. Alors, c'est pas toujours, ça tombe pas toujours bien, hein. Là c'est effectivement le cas. On a trouvé effectivement que la clé vaut 3. La clé a une longueur de 3. Ok ? Très bien. Donc, si la clé a une longueur de 3, et que j'ai mon message codé, eh bien tout simplement, je sais que toutes les lettres qui sont à 3 positions d'écart ont été codées de la même façon. C'est-à-dire que le A, le T, le K, le T, le H, tac, je vais essayer de le faire correctement. Et le I, ça je vais mettre ça en rouge. Le L, le K, le B, F. Non. C, T, K, B, C, J, R, C. Ça, je vais le mettre en vert. Hop. Et il me restera ça. X, X et G. Donc si je sais, comme je l'ai vu ici, quand je me réfère au codage, je sais que si la clé est de 3, eh bien je sais simplement que le L va être additionné à P, je sais que ce E va être additionné à P, je sais que ce E va être additionné à P, je sais que ce S va être additionné à P. Donc toutes les lettres qui ont 3 d'écart, la longueur de la clé, vont subir le même décalage. Donc, toutes les lettres rouges de mon message vont subir le même décalage, toutes les lettres vertes de mon message vont subir un autre décalage, mais toutes le même entre elles aussi, et toutes les lettres bleues vont subir le même décalage.
Et donc tout simplement, je vais regrouper les lettres rouges, je vais cette fois-ci pouvoir faire mon analyse de fréquence comme je l'ai fait tout à l'heure avec l'algorithme César, je vais regrouper, et donc ça va me permettre de donner le décalage pour les lettres rouges, puis je vais rassembler toutes les lettres vertes, je refais mon analyse de fréquence comme je l'ai fait tout à l'heure pour César, ça va me donner la fréquence d'apparition, encore une fois, des lettres qui apparaissent le plus souvent. Je vais de nouveau faire une analyse de fréquence, ça va de nouveau me permettre de décoder le décalage des lettres vertes, et ensuite je vais faire pareil avec les bleus, et ainsi de suite. Bon, alors si on regarde un petit peu comment est-ce qu'on a fait, on se rend compte de plusieurs choses. On s'est rendu compte ici qu'on arrivait rapidement à trouver des séquences parce que la clé, sur 3 caractères, était relativement petite par rapport au message que l'on voulait encoder. Tout simplement, plus votre clé est petite, plus vous avez des chances que des séquences identiques reviennent dans votre texte. Et c'est exactement ce qui est arrivé là. Ma phrase n'était pas très longue, mais le fait que ma clé soit vraiment petite a fait en sorte qu'on arrive à mettre en lumière des séquences. Donc ça, c'est quelque chose qui risque de nous poser problème et qui risque de mettre une faille de sécurité dans le chiffrage que l'on essaie de mettre en place. Donc plus on va augmenter la taille de la clé, plus en fait on va éviter d'avoir des séquences qui vont se retrouver à l'identique. Donc ça, c'est déjà une solution qui a été mise en lumière en fait par la compréhension finalement des attaques que l'on peut avoir. Une petite clé finalement, c'est pas très sécurisé. Pour le Wigner, on va voir qu'il y a d'autres algorithmes qui sont beaucoup plus efficaces pour faire ça. Donc une grande clé, et on se rend compte effectivement que l'idéal serait peut-être même d'avoir toujours une clé qui soit de la taille du message que l'on essaye d'envoyer. Alors ça a d'autres inconvénients, si jamais vous avez une chaîne de 8 millions de caractères, eh bien vous aurez une clé de 8 millions de caractères. Mais au moins votre transfert sera sécurisé. C'est toujours un petit peu le problème, vous allez perdre en temps ce que vous allez en gagner en sécurité, vous allez perdre en sécurité ce que vous allez gagner en temps. Sur cet algorithme-là, tout du moins. Donc il m'a semblé intéressant de vous montrer un petit peu comment on pourrait se mettre dans la peau d'un attaquant, dans la peau de quelqu'un qui récupère un message et qui essaierait de le décoder. Alors là, on est peut-être arrivé sur un cas qui marchait bien. Il y a des cas qui peuvent être un petit peu plus complexes à trouver. Je pense notamment que si le texte est vraiment très long à encoder, eh bien c'est là où vous allez recevoir le plus de séquences en commun et qui sera peut-être plus facile à décoder. Donc, on voit que le Wigner, en fait, il y a toujours une dépendance entre le nombre de caractères des messages que vous avez encodés et le nombre de caractères qui est sur la clé. Si ce ratio-là est trop faible, c'est-à-dire que si vraiment la clé est très petite par rapport au texte à encoder, vous aurez un problème de sécurité et vous allez faire un message qui sera beaucoup plus facile à décoder. On va voir par la suite comment certains algorithmes vont nous permettre de pallier à ces failles pour qu'on soit le moins possible sujet à pouvoir décrypter un message que nous avons chiffré par quelqu'un qui a très peu de connaissances. Là, vous voyez que dans la vidéo d'aujourd'hui, on est vraiment parti sur des connaissances minimum. On a juste intercepté le message chiffré. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas la clé, on n'avait pas l'algo, on n'avait rien de tout ça, et pourtant on est quand même arrivé à trouver une stratégie qui nous permettait de comprendre quelle était la taille de la clé, et ensuite de bâtir une stratégie qui nous permettra de déchiffrer le message. Donc là, vous voyez que, encore une fois, si ces algorithmes ne sont plus utilisés aujourd'hui, c'est qu'il y a bien une raison. Et dans les vidéos suivantes, on va voir les avantages des algorithmes que nous utilisons en ce moment, comment ils sont écrits, et pourquoi en fait ils ne contiennent plus ces failles-là. Donc, plutôt intéressant cette vidéo, puisque après avoir vu des vidéos pour voir comment est-ce qu'on pouvait sécuriser nos messages, en fait, on fait une vidéo dans le sens inverse, on se met un masque de malveillance, et on se dit que, est-ce que finalement, je pourrais pas quand même trouver une solution pour récupérer le message sans avoir les informations, comment il a été crypté. Alors cette vidéo peut paraître un petit peu simple et on a l'impression qu'on pourrait hacker tout et n'importe quoi. C'est pas tout à fait vrai, puisque vous vous êtes rendu compte que quand je vous ai montré comment on pouvait attaquer du César, en fait j'étais parti du principe déjà que je savais que le message était encodé en César et que je savais que le message d'origine était en langue française. C'est ce qui m'a permis de faire l'analyse de fréquence en utilisant les pourcentages de la langue française. Ces deux informations, on ne les a pas forcément. On ne sait pas forcément dans quelle
langue a été émis le message d'origine, et on ne sait pas non plus très souvent quel est l'algorithme qui a été utilisé pour crypter le message, ou pour chiffrer le message. Donc, là, si ces incertitudes sont là, en fait, ça va déjà nous prendre beaucoup plus de temps. Pareil pour le Wigner, je savais que le message à la base était en français, donc ce qui m'a permis de faire mon analyse sur les analyses d'apparition des lettres, et je savais aussi qu'il a été codé en Wigner, ce qui m'a permis de partir sur une stratégie où j'allais rechercher la longueur d'une clé. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément au début. D'un autre côté, je suis parti comme étant quelqu'un qui essayait d'attaquer avec très peu d'informations. Je suis parti uniquement du message chiffré. Il faut savoir en fait que on peut avoir des attaques assez diverses. On peut avoir des attaquants qui connaissent soit l'algorithme de cryptage, qui connaissent soit l'algorithme de décryptage, soit qui connaissent la clé. Et donc vous voyez qu'à chaque fois, plus vous connaissez d'éléments, en fait, plus ça va être facile finalement de décoder votre message. Vous pouvez aussi avoir, par exemple, des attaquants qui ont accès à un message en clair et son équivalent chiffré. Et donc ça aussi, c'est une information qui va vous permettre d'essayer de comprendre comment on est passé de l'un à l'autre. Là, je suis passé vraiment sur l'information minimale dont j'avais à ma disposition. Donc juste le message crypté. Donc on va continuer dans les prochaines vidéos à analyser un petit peu tout ce qui tourne autour du cryptage, d'essayer de comprendre un petit peu comment ça marche, d'essayer de savoir pourquoi un algorithme est plus sécurisé qu'un autre et sur quoi on se base pour dire ça. Je pense que c'est un sujet qui est très intéressant. Et donc je vous donne rendez-vous à très vite pour la suite de notre exploration de la cryptographie.